Voilà, la situation algérienne du point de vue sociolinguistique est particulièrement intéressante dans la mesure où c'est un pays qui a été colonisé, donc le français y garde toujours une place particulière. C'est un pays qui a été, si j'ose dire, doublement colonisé dans l'histoire, puisque l'arabe classique n'y est pas vernaculaire, mais est une langue euh, importée, si j'ose dire, hein, qui est arrivée plus tard. Mais l'Algérie a développé aussi, je ne sais pas si ça s'appelle aussi la darija en Algérie, mais un arabe dialectal qui n'est pas tout à fait l'arabe classique. Et bien entendu, la culture amazigh, avec sa vieille graphie tifinagh, est une culture antique qui, bien entendu, est un patrimoine incomparable qui part des bords du Nil et qui arrive au bord de l'Atlantique au Maroc. Voilà, j'arrête là les présentations. À l'issue de la conférence de nos deux collègues, nous aurons le témoignage de nos collègues de sociodidactique, Marielle Rispail, Hélène Croget-Spinelli et Claude Cortier, qui, toutes les trois, ont fréquenté, ont enseigné en Algérie et qui pourront apporter un témoignage à la fois extérieur mais aussi intérieur aux propos que vous allez développer et présenter ici. Vous avez la parole pour environ une petite heure et ensuite nous échangerons avec le public, bien entendu. Merci à tous. Azul Flawan, bonjour. Alors, nous avons voulu commencer notre conférence par un petit film où nous avons condensé tout un siècle de lutte de la Kabylie pour la reconnaissance de Tamazert. Alors, essentiellement, pourquoi la Kabylie? Parce que la Kabylie, c'est elle qui a mené le combat, c'est elle qui a mené la revendication. Vous allez le voir dans ce film. La plupart des figures qui sont très connues en Kabylie, en Algérie, pour la revendication identitaire sont des Kabyles. Toutes les personnes qui sont connues pour cette revendication sont Kabyles. Il y en a d'autres, mais la majorité, c'est des Kabyles. Alors, on vous a condensé dans ce film toute cette histoire de la Kabylie, toute cette histoire de revendication. J'espère que ça va vous plaire sur un fond musical de deux chanteurs qui sont différents. Matou Blounes, qui est connu, qui est mort pour la Kabylie, et Taoussa Mrouch, qui est une chrétienne algérienne qui a été persécutée, qui a toujours travaillé pour la Kabylie. D'ailleurs, Jean Amrouche, son frère, son fils, oui, Jean Amrouche dit j'écris, je fais tout en français, mais je ne pleure qu'en kabyle. Pour dire comment l'enracinement de la Kabylie et le kabyle est profond dans leur cœur. Alors, et sur un fond musical corse aussi, on a choisi une petite chanson polyphonique de Corse. C'est une manière à nous de vous dire merci de nous recevoir.
زنزنك وذني حكمنا رجعنا يد السولين خشعش ليك يوغانا خميك شرب العاكي ذميني يد الصوضين يتسقاي في الظلام دوني تتزيسي وإذاك يسفسد ورا والوان فكرة ثلاثة نوالي Alors, toute la complexité de ce qu'on va vous présenter, ça veut dire tout le travail, il est fait en Kabylie, par les Kabyles, mais le slogan, c'est Thamazir, Thamazir, Thamazir. C'est de cela que nous allons parler dans cette conférence. Et je vous remercie. Alors, pour l'individuation du Kabyle, j'étais un petit peu confrontée aux travaux de Corse avec la thèse de M. Alain Di Meglio. Je n'ai pas encore commencé. Et ça m'a permis de lire autrement toute la dynamique du Kabyle. Au départ, ça a été un chevauchement Kabyle-Thamazir. Je vais essayer de ne pas vous embrouiller avec les trois dénominations, berbère, Thamazir et Kabyle. Je vais essayer d'expliquer comment le mot Amazir et Kabyle se sont installés. Et c'est grâce aux travaux, à l'appareil conceptuel élaboré par les Corses, que j'ai pu relire et comprendre qu'il s'agit d'une individuation du Kabyle. Elle prend forme, cette individuation. Et je ne vous cache pas, cette individuation, elle n'est pas bien accueillie en Kabylie. Je parle bien de Kabylie, parce que je ne parle pas de l'État et des pouvoirs du système. La Kabylie, tous ces gens qui ont milité pour Thamazir, ils comprennent mal comment on restreint un petit peu le champ et on parle du Kabyle maintenant. Ça veut dire qu'ils ont toute leur vie combattu pour Thamazir. Pour eux, si on parle du Kabyle, c'est une manière d'exclure les autres variantes, qui est le chaoui. On va parler de ça après. Et alors que le propos n'est pas là, le propos c'est parler de Tamazirt et occulter la dynamique du Kabyle, du Chaoui, c'est une manière de ne pas reconnaître l'élaboration de cette langue et la vitalité de cette langue sur le terrain. Alors, d'après tout ce qu'il a dit mon ami, mon collègue Mexem, il parle de Tamazirt. Moi, je l'ai intitulé ma partie et le Kabyle dans tout ça. Alors, le Kabyle, fait partie de la langue tamazirt, de cette langue qui occupe presque plus que l'Afrique du Nord. C'est langue tamazirt qui est dénommée par l'ancienne génération langue berbère avec l'école française. Dernièrement, on l'appelle langue tamazirt parce que pour certains, c'est une récupération du mot tamazirt qui veut dire homme libre. Ça veut dire c'est positivé, ça donne, c'est positif comme interprétation. Mais pour certains chercheurs comme Selm Chaker, il dit non, l'État ou bien le pouvoir préfère le mot tamazirt, il est bien introduit parce que le berbère, il est lié à l'école française, il est beaucoup plus subversif
agressif et ça dérange un petit peu le système. Cette langue berbère en Algérie, je n'aime pas trop le mot dialecte, j'aurais aimé, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit dialecte, sinon j'utilise beaucoup le mot variante. Elle dispose de on a 5 grandes variantes, il y en a d'autres, mais celles-là, elles sont très très importantes. On a le kabyle, on a le chaoui, on a le mozabite, on a le tergui. Alors, on a 4, voilà, kabyle, chaoui, mozabite et tergui. Et on a 2 grandes variantes qui affichent une dynamique différente. On a le kabyle qui affiche une grande dynamique et le chaoui, qui ces dernières années lui emboîte le pas. Alors, le plus gros travail qui a été fait pour Tamazight depuis les années 40, 49, depuis les années 70 surtout, il a été fait pour le kabyle. Ça veut dire dans tout ce qui est la production littéraire, la production théâtrale, la chanson et même l'enseignement, parce qu'il y avait un enseignement qui a commencé, comme on vous a montré dans le film, pendant la période coloniale, avec Boulifa, avec Ben Sdera, Lucienne Brousse, Alain, il y avait toute une dynamique concernant l'enseignement du kabyle. Et cette dynamique pour le kabyle a créé une inégalité par rapport aux autres variantes. Maintenant, le kabyle, il s'impose, il prend une place très très importante dans l'enseignement. Par exemple, on a des chaînes radiophoniques berbères, Tamazight, on a plus de 80% de production kabyle. On a une chaîne télévision qui est nationale en Tamazight, on a plus de 80% des émissions de films qui sont en kabyle. Ça veut dire qu'il y a une grande domination du kabyle sur la scène linguistique algérienne. Et cette dynamique, ou cette inégalité dans la dynamique des variantes en Algérie, chamboule un petit peu la relation de Tamazight, du kabyle avec Tamazight. Si le kabyle se définit comme une langue, quelle doit être sa relation avec la langue qu'on pose nous comme étant la langue Tamazight? Quelle sera sa relation avec le chaoui? Quelle sera sa relation avec le mozabite et le tergui? C'est un petit peu la problématique qui s'impose maintenant avec la dynamique du kabyle. Alors, l'individuation du kabyle, alors là je cite l'individuation telle qu'elle a été définie par Marcellesi, est un processus par lequel une communauté ou un groupe tend à systématiser ses différentes, à les sacraliser, à les considérer comme déterminantes, à en faire un élément de reconnaissance. Nous, en Kabylie, ça veut dire les gens qui travaillent il y a 2 dimensions pour l'individuation du kabyle. On a la dimension scientifique. Ça veut dire que c'est tout le travail scientifique qui a commencé depuis la période coloniale à nos jours. Ça veut dire que ça concerne l'enseignement, ça concerne la production théâtrale, ça concerne la chanson, ça concerne la production du film. Ça veut dire la société, elle porte toutes ces productions. Je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à un film, le premier film qui est sorti, c'est Thawrath Yitwatoun. En Kabylie, c'est un film de Mouloud Mamri, c'est le roman La colline oubliée qui a été traduit et adapté pour un film. Il y avait une vieille femme d'un village kabyle. Ils n'ont pas voulu diffuser le film à Tizi Ouzou, ils l'ont diffusé à Alger. Alger, c'est très loin de la Kabylie, c'est à plus de 120 km. Une vieille femme qui n'a jamais quitté son village. Elle est partie sur Alger pour voir le film avec sa robe kabyle, avec sa canne. Pour elle, c'est sa manière de dire « oui, je veux voir les films en kabyle ». Ça veut dire, même si c'est à Alger, même si... Puis après, il y avait toute la population, des jeunes, des vieilles, des vieux, qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de cinéma, parce que c'est pas... Et comme ici en France, surtout avec la dessinée noire, il n'y a pas beaucoup de salles de cinéma. Et cette vieille, avec d'autres bien sûr, elles sont parties pour voir le film. Et ce film, il y avait un autre film par Bouguermouh, placé à Forbé, qui a été financé presque à plus de 80% par la population kabyle. Ça veut dire qu'il y a la population derrière la promotion, l'élaboration de cette langue. Alors, la dimension scientifique, ça veut dire c'est tout le travail qui est fait par la société,
par des acteurs, des militants, par des scientifiques. Et ils travaillent, il y a des thèses, il y a des livres, il y a des romans. Les premiers romanciers, Vlaid Nathali par exemple, les années 40, c'est l'un des premiers romans en Algérie entière, ça veut dire dans les 3 langues qui existent en Algérie. On a en 80 4 romans qui étaient écrits pour dire que la langue kabyle, c'est une... Mais on ne disait pas la langue kabyle, c'est le berbère. En langue berbère, entre parenthèses, c'est le kabyle. C'est pour dire que le kabyle s'écrit. Ça veut dire que c'est une manière de s'imposer. On a la dimension scientifique. La dimension, l'individuation, elle est portée aussi par la dimension scientifique. La dimension scientifique, ça veut dire c'est la reconnaissance naissance qui naît par déclaration quand ces locuteurs affirment qu'elle constitue une langue distincte d'autres langues pour des raisons culturelles, sociales, historiques. Ces dernières années, à partir de 2001, avec le soulèvement populaire, ce qu'on appelle le printemps noir, il y avait un parti politique, il y a plusieurs personnes qui revendiquent le kabyle. Avant, on revendiquait toutes les marches, dans toutes les marches. C'est vrai qu'on travaille, on a toujours travaillé. C'est les Kabyles, comme on vous a montré dans le film, les Kabyles qui ont travaillé dans le cadre associatif, dans la production, mais la revendication, elle a porté sur Tamazirt. Et ces dernières années, à partir de 2001, la revendication, pour certains, ce n'est pas pour tout le monde, concerne le Kabyle. Il y a eu, après les 128 morts, il y a eu un parti politique avec Farhat Mahanna. Farhat Mahanna, pour juste l'histoire, on lui a rendu hommage dans ce film. Alors, on lui a rendu hommage, c'est l'un des grands acteurs du mouvement culturel berbère. Et ces dernières années, c'est le président du mouvement pour l'indépendance de la Kabylie. Et ça fait peur vraiment pour le pouvoir. Et parler du kabyle, lui, il parle du peuple kabyle, il parle de la langue kabyle. Pour l'État, parler du kabyle, ça veut dire s'inscrire dans la mouvance du MAC, alors que ça n'a rien à voir. Cette dimension, il y a beaucoup maintenant de personnes, de chercheurs, il y a des chercheurs universitaires qui ne s'inscrivent pas dans ce parti politique, qui ne sont pas affiliés, qui ne sont pas partisans, mais qui revendiquent le statut de langue pour le kabyle. Parce que si on prend la définition de Claus concernant les langues par élaboration, ça veut dire qu'il y a des langues par distanciation et il y a des langues par élaboration. Et le kabyle s'inscrit dans la deuxième définition. C'est une langue qui s'est élaborée depuis plus, qui occupe une place, ça veut dire qu'elle a une production qui l'inscrit dans le sillage des langues à part entière. Alors, maintenant, le problème qui se pose. Le problème, c'est la dénomination. Sur le plan linguistique, c'est le problème de la standardisation. Langue tamazirt, travailler pour certains acteurs du mouvement kabyle, pour certains acteurs du mouvement amazigh de manière générale, travailler le kabyle, mais revendiquer tamazirt, tel était le choix fait et exprimé par la plupart des personnes qui travaillent dans le domaine. Parce que revendiquer clairement le kabyle soulèverait d'autres problématiques. Officialiser le kabyle ou tamazirt, enseigner le kabyle où et pour qui. Et le problème le plus important, c'est l'exclusion. On a peur, enfin, certains acteurs, quand ils parlent du kabyle, pour eux, c'est exclure les autres variantes, c'est exclure les autres comme le shawi, c'est une manière de discrimination. Langue kabyle, la dénomination langue kabyle peine à s'imposer, même chez les kabyles qui travaillent pour sa promotion. Bien que ces dernières années, plusieurs personnes, notamment les universitaires, Neit Zarad, par exemple, Bouamara, parlent clairement de langue kabyle. Il la désigne par son nom et affiche un désir de la considérer comme une langue. D'autres personnalités, par contre, parlent de langue berbère, tamazirt, de kabylie. On la définit comme ça. C'est toujours langue tamazirt, mais tamazirt de kabylie. Pour eux, le vocable et les rassembleurs, comme le soulignent certains dans Mexem, ils estiment que le vocable, il ne porte pas les germes de la séparation et de rejet de l'autre. Il renvoie de manière indirecte à l'idée de l'indépendance du MAC. Dans mon propos, en parlant de l'individuation du kabyle, je n'ai aucune intention de porter le kabyle sur la scène et d'occulter les autres variantes. Au contraire, c'est reconnaître la dynamique
la dynamique du kabyle et reconnaître par la suite la dynamique des autres variantes qui vont suivre le pas. Si par exemple maintenant on occulte on occulte toute cette dynamique du kabyle, on n'en parle que de Tamazirt, qui est un projet du système, c'est parler de Tamazirt. Tamazirt, ce n'est pas une langue parlée. On parle en Algérie, on ne parle pas Tamazirt, on parle le kabyle, on parle le chaoui, on parle le mouzabite, on parle le tergui. Tamazirt comme langue, telle qu'elle est définie, telle qu'elle est dite, telle qu'elle est portée dans les textes, n'existe pas comme langue. Ça veut dire ceux qui existent, les variantes qui existent, c'est les variantes parlées par les locuteurs algériens, c'est le kabyle. Ne pas reconnaître le kabyle, c'est ne pas reconnaître le locuteur, c'est ne pas reconnaître le chaoui, c'est ne pas reconnaître... Maintenant, c'est le combat, parce que parler seulement de Tamazirt, cette Tamazirt n'existait pas. Pourquoi officialiser une langue qui n'existe pas ? Il faut officialiser une langue, les langues qui existent. On officialise une langue et cette langue n'est parlée, elle n'existe pas sur le terrain. L'arabe classique n'est pas parlé, mais il existe. Mais Tamazirt n'est pas parlé, il n'existe pas. Alors, officialiser cette langue, c'est comme officialiser, c'est un fantôme. Alors, c'est parler d'une langue, c'est officialiser d'une langue, c'est reconnaître les droits linguistiques aux locuteurs. Les Chaouis, ils vont parler leur langue, ils vont enseigner leur langue, ils vont avoir l'officialisation de leur langue, les Kabyles et ainsi. Ça n'empêche pas que toutes ces langues vont créer par la suite la langue amazigh et je vous remercie. Merci Nadia et merci Zahir pour ce tableau où on a quand même pu considérer la situation complexe de sociolinguistique algérienne, arabe classique, arabe dialectal, tamazir, kabyle, avec des problèmes d'existence, de reconnaissance. Donc tout ça est une sorte d'écheveau, mais les sociolinguistiques algériens y mettent bon ordre et nous ont explicité toute cette situation. Je vais appeler à la tribune Hélène Croce-Spinelli, Marielle Rispail et Claude Cortier, qui toutes les trois ont une approche de l'Algérie depuis la France en tant qu'enseignant-chercheur en France. Claude Cortier, par exemple, a été responsable de la mission EDAF, École doctorale algéro-française, puis au Maroc d'une autre mission au Maghreb. Quant à Marielle et Hélène, elles connaissent, pour avoir encadré des travaux en Algérie, la situation. Je vais donner tout de suite la parole, avant d'échanger avec le public, à Hélène, qui va réagir un petit peu sur ce propos. Et malheureusement, j'ai envie de dire, elle a une contrainte de voyage. Elle va rentrer sur le continent et elle nous quittera dans un quart d'heure, 20 minutes. Hélène, tu as la parole pour réagir et après, on te saluera très chaleureusement. Merci à toi, Alain. Merci à vous et surtout, merci à Nadia et Zahir. Alors, je suis parmi les personnes présentes à cette table, celle qui connaît beaucoup moins le contexte algérien que les autres. Moi, je suis en sciences de l'éducation et je m'intéresse aux questions didactiques d'enseignement des langues, de la langue française et d'autres langages, je dirais. Mais je remercie Marielle parce qu'il est important, et on l'a entendu aujourd'hui, combien la reconnaissance est cruciale. Reconnaissance de ceux qui nous ont permis des expériences et nous permis des ouvertures et de l'ouverture à la compréhension de la complexité. Donc c'est grâce à Marielle que j'ai pu aller sur le terrain algérien et être jury dans des soutenances de thèse face à des problématiques d'enseignement des langues en Algérie. Donc voilà. Alors je vais rapidement prendre la parole pour saluer le travail qui vient de nous être présenté, saluer les différents langages qui ont été utilisés et qui nous ont permis, en tout cas à moi qui connais peu ce contexte, d'accéder
à des dimensions très fines de la problématique que rencontre le Kabyle dans le contexte tamazigh et en Algérie. Et de comprendre la question des variantes. Je soulignerai le positionnement scientifique de cette présentation, positionnement qui est vraiment un positionnement que je reconnais être sociodidactique et scientifique, qui fait le lien avec les différents usages et qui reconnaît les usages des locuteurs à travers leurs histoires et leurs combats. Donc un engagement qui prend ses racines à la fois dans la connaissance de ces locuteurs, de leur géographie, de leur situation, et pour la question de l'identité, qui est comment se positionner à travers toutes ces variantes et comprendre les spécificités du Kabyle en Algérie, dans le contexte de la langue tamazigh, et qui le permet ce partage aujourd'hui avec une interrogation qui dépasse le contexte du Kabyle en Algérie et qui va à la rencontre des contextes de cette langue polynomique qui est la langue corse. Et donc la question qui traverse est la question que j'entends dans cette dénomination, la question de la standardisation. De quelle façon elle reconnaît les variations et les locuteurs et les usages. Donc je vous remercie vivement. Je vous remercie pour votre introduction. Ils nous ont fait entendre leur langue. On a déjà compris ce qui était dit dans les formes, les formats présentés. On avait accès à cela. On avait accès à la musicalité, merci. Puis après, on a eu accès à un film qui est remarquable. On dirait, c'est un film didactique. Il nous permet une introduction et un partage avec une reconnaissance de nous, dans nos différences, pouvoir accéder à leur culture, à la problématique qui se pose, à son histoire, pour problématiser petit à petit. On a entendu aussi la force conceptuelle, la maîtrise conceptuelle qui est la leur et qui nous permet d'interroger ces questions et de les partager, de les mettre en partage, de les mettre en débat. Donc vraiment, merci à vous. Merci pour votre présentation à deux voix aussi et votre complémentarité. Donc voilà, là, mes questions seraient, je vais être très frustrée parce que je ne vais pas pouvoir rester ensuite, mais autour de la vitalité des langues et dans leurs variations, on a entendu l'histoire et comment ce processus a permis la vitalité du Kabyle en tamazigh. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, on les sent héritiers, ils se sont inscrits, on les sent maintenant, quel est le combat qu'ils ont à conduire, non pas sur le plan militant, mais sur le plan scientifique. Donc une société didactique engagée. Et aujourd'hui, il me semble que ce temps de partage va être très riche pour nous tous face à ces problématiques-là et pour leur avenir. Merci à vous. Merci Hélène. Marielle, tu peux garder le micro et continuer les réactions. Je garde ? Oui, tu peux réagir aussi. On le passera ensuite à Claude pour une petite réaction d'emblée, si j'ose dire. Et ensuite, on échangera avec la salle qui pourra s'adresser à l'une ou à l'autre. Merci Alain, merci à vous deux. Tenmirt, c'est difficile de réagir à ce que vous avez dit. D'abord parce que je suis émue. Vous êtes mes amis, vous êtes mes anciens étudiants. Je suis fière aussi parce que le hasard de la vie scientifique fait que la première visite que j'ai faite en Algérie, c'était en 2000 à Tizi Ouzou. À la fin des années noires, on était gardés 24 heures sur 24 par des escortes. Et vous deux, vous êtes venus me voir un jour à une pause café dans le colloque pour me dire, voilà, on travaille sur Tamazigh, on voudrait travailler avec vous, etc. Donc c'est des souvenirs pas si lointains, 18 ans, c'est pas beaucoup, hein.
Et vous nous avez montré tout ce qui s'est passé en moins de 20 ans. C'est extraordinaire et je suis fière que le hasard de nos vies personnelles m'ait un petit peu mêlé à ça. Je salue aussi ce qui pour moi est vraiment l'essence du chercheur, c'est votre recherche engagée. Je ne vois pas à quoi on sert, nous les chercheurs, si on n'est pas engagés, impliqués sur un terrain qui nous touche personnellement, que l'on nourrit par les concepts, comme a bien dit Hélène, hein, c'est les concepts que vous maniez avec une grande aisance. Je suis absolument admirative de votre plurilinguisme, bien sûr, et qui vous permettent de partager, qui nous permettent dans nos têtes de transférer sur d'autres situations que l'on connaît, votre situation à vous. Et puis aussi pour vous, les Corses, chez qui je viens assez souvent aussi, de pouvoir à la fois mesurer les ressemblances et les différences avec vos contextes, et donc de créer des ponts et des passerelles, et passerelles qui seraient, quand je meurs, sur ma tombe, peut-être les mots que j'aimerais qu'on inscrive, parce que c'est pour cela que je milite. Je retiens avant deux questions, 3 éléments de votre exposé, à part l'émotion des luttes, que vous avez bien mis en valeur et auxquelles je crois. D'une part, l'importance de l'école, et on en est là, hein, c'est une question, finalement, avec tout ce que vous nous dites. Comment va se placer l'école ? Qu'est-ce qu'on va enseigner ? C'est pas facile, hein, c'est son histoire de diverses variétés, de susceptibilité aménagée. Ce dont vous n'avez pas parlé, mais vous avez eu raison parce qu'il fallait pas trop compliquer la vie, c'est les 3 graphies, parce que pour tout vous dire, le kabyle s'écrit dans les manuels scolaires, hein, Antifinar, la graphie d'origine, en graphie arabe pour faire plaisir, j'allais dire, aux arabophones et aux musulmans, et en graphie latine, et il y a une bagarre là-dessus et c'est difficile de trancher. Et puis parce que l'école a pour principale mission, je pense, pour les langues minorées, qui sont mon objet de recherche, d'asseoir l'écrit. Et vous nous avez bien montré comment l'écrit est important. Outre l'école, ce qui me touche, et vous avez tapé juste dans ce qui me touche au début, c'est le rôle pas du tout anecdotique, pas du tout ludique, des créateurs, des artistes, de la chanson, qui est un des aspects de la société qui me touche de plus en plus, parce que je pense que ce ne sont pas des gens aux marges, mais c'est des gens en pointe, c'est des gens qui nous emmènent ailleurs, les chanteurs, par ce qu'ils disent, par ce qu'ils vivent, par ce qu'ils écrivent. Et je crois vraiment que les chanteurs, hein, comme Lounès Matoub ou autres, ou Haït Menglat, ont été absolument fondamentaux dans la lutte kabyle. Ils ne sont pas là simplement pour faire joli dans un film. Et puis, je voulais vous demander, donc, pour laisser la place un petit peu à la salle, d'une part, bon, je sais un peu la réponse, mais c'est peut-être important pour le public. On était avec Claude en début de semaine à Lyon à un exposé-conférence sur le berbère au Maroc. Est-ce que vous avez des liens avec les gens qui défendent le berbère au Maroc? Bon, ça, c'est une question à la fois de militants, de chercheurs et de didacticiens, parce qu'ils ont des options éducatives et didactiques concernant le berbère autres que les vôtres. Et deuxièmement, vous avez passé avec beaucoup de pudeur, et je l'apprécie, sur ce qu'on appelle les années noires en Algérie, hein, cette invasion par l'islamisme de la terreur. Vous n'en avez pas parlé. Et même, on peut dire que certaines de vos victoires se sont inscrites pendant ces années noires, hein, entre 1990 et 2000. Donc, quels sont les liens ou les non-liens ou le rapport entre le mouvement, alors je ne sais plus comment dire, hein, kabyle, je ne sais pas, berbère, damazir, berbère, et ces années noires? Ou est-ce que vous mettez ça de côté en disant c'est à part? Voilà, les deux choses, hein, le lien avec le Maroc et le lien avec les années noires sur le plan historique. Merci Marielle. Avant la réponse, on va peut-être entendre Claude. Comme ça, on regroupe un petit peu les questions éventuelles et recueillir dans la foulée son témoignage. Ensuite, Zahir et Nadia répondront et puis on donnera la parole à la salle. Claude, si tu veux bien. Merci. Merci. Moi, je suis effectivement aussi très émue d'être ici. Bon, j'ai pas les mêmes liens avec nos deux collègues. Ils sont un peu plus distants, on va dire, parce que j'ai pas eu la chance de pouvoir travailler avec eux. Et c'est pas tout à fait innocent d'ailleurs, parce que ça aurait pu se faire, mais lorsque j'étais attachée de coopération à l'ambassade de France, je représentais le français. Et il était par conséquent mal vu que je m'implique dans
ce qui touchait à la langue amazigh. Officiellement, ça serait très mal passé. Marielle a fait une ou deux tentatives et elles n'ont pas été acceptées par les autorités universitaires. Voilà. Donc, ça vous donne une idée de plus sur les tensions très fortes qui sont ces tensions sociolinguistiques au sein de la population algérienne. Voilà, mais sinon, je voudrais quand même féliciter et remercier nos deux collègues pour cette très belle présentation, ce film, et puis voilà, des positionnements très, très éclairés et qui reflètent bien, effectivement, le sentiment et les connaissances que je pouvais avoir sur ces problématiques. Les dynamiques kabyles, effectivement, on ne peut pas aller en Algérie, même y séjourner, je pense, de façon relativement brève, sans les connaître et sans les mesurer. Ça a été le cas de ma famille. Quand ils sont venus me rendre visite, ils ont très vite eu connaissance de ça. Donc, cette dynamique est très, très forte. Le peuple kabyle est présent en Algérie. Il y a une francophonie qui est extrêmement forte. Ça n'a pas été dit par nos collègues parce que ça n'est pas exactement leur propos. Mais la Kabylie est l'endroit où le français est le mieux parlé, le mieux enseigné, le plus revendiqué. Et en tant que francophonie, des écoles privées qui enseignent en français, eh bien, on en trouve surtout en Kabylie, à part à Oran et Alger. Donc ça, c'est une dimension extrêmement importante de la Kabylie. Une francophonie très présente et une francophilie, par voie de conséquence, qui peut étonner parce que les Kabyles ont aussi été quand même très, très engagés dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Et en même temps, on ne peut qu'être surpris par cette amitié très forte qu'ils nous portent de façon évidente, spontanée, constante. Et ça, je pense que tous ceux qui vont en Algérie, qui rencontrent des Kabyles, le vivent, mais encore plus quand on se rend dans cette région. Bon, effectivement, la dynamique culturelle a aussi été bien montrée. Elle est très forte. Elle entretient les liens avec la France. Vous n'avez pas parlé de Idir, mais Idir, c'est quand même une personnalité immense, et dont la chanson Il va, il nous va, est sur toutes les lèvres, presque dans le monde entier, je dirais. Et donc, il est avec nous en permanence. Et pour me rapprocher donc de la Corse, que j'ai eu le plaisir de connaître à partir des années 2000-2002 et de travailler avec Alain Di Meglio sur l'enseignement bilingue en Corse. Eh bien, je pense que ça a été évoqué entre nous, mais le rapprochement géographique, culturel peut-être pas, mais social que l'on peut faire entre la Kabylie et la Corse est très net. On se disait même, il y a une part de continent qui s'est effondrée, mais c'est presque les mêmes montagnes, les mêmes vallées fractionnées, cloisonnées. Et on retrouve aussi dans les coutumes des tendances, effectivement, à une vie collective et sociale très forte, à un esprit communautaire que l'on a dans certaines régions méditerranéennes, mais que l'on n'a pas, ou très peu dans le reste de la France, ou tout au moins qui a été perdu, arasé par notre abstraction républicaine. Les points de vue qui ont été défendus aujourd'hui sont tous les deux éminemment respectables. Et du point de vue scientifique et aussi du point de vue... d'un point de vue politique, c'est vrai qu'on a pu avoir l'impression à un moment que les Kabyles, effectivement, portaient le mouvement de revendication amazigh et berbère, mais qu'ils luttaient pour les autres aussi en même temps. Il n'y avait pas d'égoïsme à travers ça. Mais aujourd'hui, je pense que l'analyse de Nadia Berdous, que j'ai finalement découverte, puisque je n'étais pas présente au moment de sa soutenance, elle se comprend tout à fait aussi. Et je pense que si elle a mérité une thèse qui a été brillamment défendue, il n'y a rien à dire. Et c'est effectivement une réalité que l'on est à même de comprendre. Donc à ce niveau-là, je rejoins ce qu'a dit Marielle. Et l'école, qu'allez-vous faire On est en train de terminer une table ronde de sociodidactique. Je crois que c'est effectivement les choix que vous allez faire au niveau de l'école, de l'enseignement. On peut justement, peut-être, grâce à la voie montrée par nos amis corses dans cet esprit de langue polynomique,
qu'il faudrait peut-être s'efforcer de respecter au maximum pour pouvoir créer des contenus d'enseignement. Peut-être aussi, si vous n'y arrivez pas par la voie publique, qui a été le modèle, qui est le modèle corse et qui est celui que vous envisagez, mais trouver d'autres formes quand même, parce qu'il faut avancer. Il faut avancer dans l'enseignement, et c'est peut-être là, au moment où on construit, on élabore, on pratique l'élaboration didactique, qu'on voit quels sont effectivement les meilleurs chemins à prendre. Je vais pas trop tarder, mais il y a certains. Enfin, je remercie les intervenantes pour les questions qui sont très très subtiles et pertinentes. Alors, pour la question de la graphie, c'est un choix. J'ai pas voulu trop parler de la graphie parce que c'est pas encore décidé. C'est bien qu'en Kabylie, c'est décidé, c'est la graphie latine. Là, c'est un autre débat. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Je l'ai fait exprès. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien. Mais il y a 3 graphies. La graphie arabe, elle est plébiscitée par le pouvoir. Il veut la graphie arabe. Il y a certains qui disent, si vous voulez Tamazight, il faut accepter la graphie arabe. Il y a ceux, la plupart aussi, c'est des amazérophones qui luttent pour la graphie tifinagh parce que c'est notre graphie, c'est notre écriture ancestrale. Et en Kabylie, on a choisi la graphie latine parce que c'est celle-là qui a porté toute la production depuis les années 1800 jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'on ne va pas refaire réécrire tout ce qui a été fait dans la graphie tifinagh ou dans la graphie arabe. Ça a été un choix qui a été imposé par la situation. C'est pour ça que je n'ai pas voulu parler de ça. Il y a aussi dire oui. Et dire, oui, j'aurais pu le faire, mais j'ai fait un choix. C'est un choix discutable, je sais, mais l'engagement de Matoub, l'engagement de Ait Menguillet, l'engagement de Farhat pour Tamazight n'est pas l'engagement de Yidir que j'adore, que j'aime bien. Voilà. Alors, j'adore Yidir, je l'écoute, surtout sa dernière chanson. J'aurais pu la faire, Aznavour avec la Bohème. Ça va illustrer un petit peu le contact. Hein. Mais je n'ai pas voulu le faire. J'ai préféré Matoub, qui est mort pour cette dimension identitaire. Je préfère Farhat qui lutte maintenant. Farhat, il est interdit d'entrer en Algérie. Ces ouvrages, je voulais offrir à Alain, qui est mon professeur, mon encadreur, que je respecte énormément. Je voulais lui offrir le CD de Farhat. Je ne l'ai pas trouvé en Algérie. Il faut que je vienne en France pour le chercher. C'est des choix que j'ai faits pour illustrer, pour vous donner un petit peu une vision de la Kabylie, de la dynamique de Kabylie. Pour l'enseignement, c'est très important. J'en ai parlé, c'est juste parce que c'est une demi-heure. Alors là, on a un chiffre aussi, on a un tableau. L'enseignement, il est très présent. L'enseignement de Tamazight, il est présent en Kabylie. Je vais essayer de répondre à la question de Marielle par juste une situation. À Tizi Ouzou, qui est la région où il y a une forte densité kabyle, c'est la région qui se réclame kabylophone avec Béjaïa, il y a la généralisation de l'enseignement du kabyle. Ça veut dire tous les villages, dans toutes les localités de Tizi Ouzou, elle est enseignée. Elle est partielle, enfin plus de 90% à Béjaïa, elle est à 50% à Bouira, les régions kabylophones. Mais on ne trouve pas la même situation dans toutes pour les Mozabites. Et les Mozabites, c'est presque 0%. On a Tamahaq, 0,64%. On a 9,80% de l'enseignement de Tamazight pour le Chaoui. Maintenant, ça se développe parce que le Chaoui, il se présente avec une dynamique très forte ces dernières années. On a 89%. On peut y aller jusqu'à 90% pour les kabylophones. Ça veut dire pour dire que l'enseignement du kabyle, il est très présent. Et ce qui est important aussi, je vais vous le dire, depuis la généralisation de l'enseignement du kabyle, la wilaya de Tizi Ouzou, elle est classée première dans les résultats nationaux pour les examens nationaux. Elle est toujours classée pour le bac, pour le BEM et pour la 5e. Elle est toujours classée première parmi toutes les wilayas. Pour dire que l'enseignement de Tamazight, l'enseignement du kabyle en Kabylie, a apporté beaucoup de choses pour cette région. Et les enfants adorent l'enseignement, ils adorent leurs enseignants. Ils tissent des liens qu'on ne peut pas trouver avec les autres matières, avec les enseignants des autres matières. J'espère avoir répondu. Mais le problème avec les systèmes, là je termine là-dessus, le problème avec le système, c'est que l'enseignement de Tamazight, du kabyle en kabylie, c'est une langue maternelle, mais il commence à partir de la 4e année primaire. Je ne sais pas comment le dire avec le système en France. CE2, c'est après l'enseignement de l'arabe classique
qui est l'absent présent, dont il a parlé Mexem, et après l'enseignement du français. C'est fou. Ça veut dire une langue maternelle qui vient en troisième lieu. Et je vous remercie. J'espère avoir répondu. Merci Nadia. On va passer la parole à la salle. Je voudrais juste prendre c'est pas vraiment une parenthèse, mais d'emblée donner la parole à Madame Kefache qui est ici. Alors, c'est fou parce que les ponts fonctionnent. J'ai eu votre contact, Monsieur et Madame Kefache, qui sont là, nous arrivent de Bastia, ils sont kabyles, et j'ai eu leur contact par une collègue occitane. Voilà, donc c'est pour vous dire si l'Université de Corse fonctionne bien en réseau. Je vais recueillir son témoignage ici tout de suite en la remerciant de nous avoir fait le plaisir de leur visite aujourd'hui au Centre culturel. À vous la parole, Madame Kefache. Merci. Bonjour tout le monde. Je voulais juste dire 2 mots parce que moi, arrivant à Montpellier, j'ai adoré la région de l'Occitanie et je me suis mise avec eux. C'est un peuple formidable et j'ai appris la langue. J'ai appris la langue. Il y a quelque chose qui peut-être peut aider, je ne sais pas si vous êtes informés, particulièrement Nadia. L'Occitanie, il y a 4-5 variantes. Chaque variante, le gascon, le provençal, languedoc-roussillon, etc., etc. Mais ils ont une standardisation. On apprend la langue, mais quand on apprend dans le languedoc-roussillon, par exemple, on nous l'apprend en languedoc-roussillon. Quand on va dans le gascon, on nous apprendra avec le gascon. Donc, c'est juste une petite remarque. Ce que je voulais demander, parce que je sais que c'est un travail de recherche, ce n'est pas peut-être c'était pas peut-être l'occasion de parler de ça. Je sais que je suis les informations et récemment, il s'est passé quelque chose de, je trouve, très grave à Gigel, par exemple, où c'est une zone qui est en réalité kabyle, hein, de la petite Kabylie, mais elle a été arabisée, où il y a eu des enfants et des parents qui ont refusé qu'on leur enseigne la langue kabyle. Et du coup, il y a eu une réaction immense en Kabylie, où tous les enfants de la Kabylie ont refusé de rentrer en cours d'arabe. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'est tout. Merci. Merci à vous, vous pouvez répondre. Hein. Gigel. Et vous pouvez vous annoncer pour une autre question, vous pouvez vous inscrire, je fais passer le micro. J'ai plein de questions, mais je vais d'abord... Ah bah non, parce que c'est tellement vaste. Alors, certaines disent que c'est vrai, c'est les parents, parce que il a dit, mon ami Mexem, il a dit que c'est un enseignement optionnel jusqu'à maintenant. Même si c'est une langue officielle, l'enseignement de Tamazight en Algérie, chaque parent, il a le droit de retirer son fils de l'enseignement de Tamazight à n'importe quel moment de l'année. Ça veut dire les parents ont ce droit. À Gigel, ils ont décidé que leurs enfants ne soient pas scolarisés ne suivent pas les cours de Tamazight. Ben, certains disent parce que c'est un enseignement qui n'est pas... Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Parfois, ils suivent l'enseignement et l'année d'après, ils ne suivent pas. Et la troisième année, ils vont suivre. C'est par rapport à cette situation qu'ils ont réagi. Ça veut dire qu'il n'y a pas une certaine stabilité. D'autres, ils ont dit non parce qu'ils ne veulent pas de cet enseignement. Les deux versions, elles sont vraies. Et la Kabylie a réagi. C'est toujours la Kabylie qui réagit. Les enfants de la Kabylie, ils ont dit non. Bien sûr, il y a les parents derrière. Ce n'est pas les enfants qui ont décidé de faire les marches. Ce n'est pas les enfants qui ont décidé de boycotter. Ça les amuse de boycotter l'enseignement de l'arabe parce que ça leur fait une heure de récréation, 2 heures. Pour l'arabe, il y a 17 heures par semaine d'arabe. Alors, ça vous fait 17 heures de récréation. C'est très bien pour les enfants primaires, lycée. Mais c'est une réaction qui est portée, qui a sa lecture politique. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je suis contre. Parce que si on répand l'exclusion, une exclusion par l'exclusion, on ne va pas en finir. Moi, si je ne connais pas l'arabe, je suis prof d'arabe. J'ai enseigné l'arabe au lycée. Si je n'ai pas maîtrisé l'arabe, je n'aurais jamais pu faire Tamazight.
ça m'a aidé à comprendre, à avoir une certaine ouverture sur la culture arabe, sur la dimension arabo-musulmane en Algérie. C'est la langue arabe qui m'a permis ça. Moi, ce que j'en pense, c'est personnel, ça c'est ma façon de voir les choses. Mes enfants, je vais leur apprendre, et je leur apprends l'arabe. Je leur apprends j'ai un enfant qui est très réfractaire et ne veut pas apprendre l'arabe. Mais je lui demande d'apprendre l'arabe parce que c'est important d'apprendre les langues. Voilà à peu près ce que je pense de ça. Je Et puis Eugène aussi s'est Je me inscrit. permets d'aller dans votre sens en tant que formatrice d'enseignants, parce que c'est ce qui se passe dans d'autres régions avec des langues minorées. Et le rôle de l'école pourrait être particulièrement d'aider les enfants à passer d'une variante à l'autre, c'est-à-dire travailler dans le sens de l'intercompréhension, au moins pour la réception, c'est-à-dire pour comprendre. Après, on s'exprime dans sa langue, mais on comprend la variété de l'autre. Ça pourrait être la spécificité de l'enseignement. On peut rêver. Je réponds ? Oui. Oui, je ne vais pas trop tarder. J'aimerais bien juste revenir à ce qu'elle a dit la dame. Pour les 3 graphies, les enseigner en même temps pour une même classe, ça va être antipédagogique et difficile pour un enfant d'assumer les 3 en même temps. Et il faut juste rappeler que la graphie latine, elle a été standardisée depuis 1800. Ça veut dire qu'il y a eu un processus de standardisation. Maintenant, on peut parler même d'une orthographe latine pour Tamazight. Elle est normalisée. Par contre, pour la graphie arabe, non, elle n'est pas standardisée, elle n'a pas été travaillée et personne n'empêche personne de la travailler et de l'enseigner parce qu'on a aussi la graphie tifina qui n'est pas standardisée, mais les locuteurs, ils y tiennent, les Touaregs, ils tiennent à cette graphie, ils l'enseignent et elle est présente à l'école. Maintenant, pour répondre, est-ce qu'il y a des grandes différences entre les quatre variantes que je vous ai présentées? Sur le plan syntaxique, non, il n'y a pas une très très grande différence, mais avec l'espacement, avec l'éloignement des régions, il n'y a plus de contact les dernières années, notamment avec la colonisation française. Ça veut dire il y a une évolution de chaque variante toute seule. Ça veut dire chaque variante, elle s'est évoluée toute seule. Avant, il y avait tout un pan. Il y avait beaucoup d'intercompréhension, une continuité entre les 4 variantes, surtout les 3. Mozabite, Touareg, Mozabite, Chaoui et Kabyle. Mais ces dernières années, il n'y a pas d'intercompréhension. Par exemple, quand on va au Chaoui, dernièrement j'ai été, je ne comprenais rien à ce qu'ils disent. Ça veut dire, il n'y a pas d'intercompréhension entre les différents locuteurs des 4 variantes. Alors, c'est pour moi, à titre personnel, je suis pour l'enseignement, le développement de chaque variante pour elle seule. Maintenant, si un jour on arrivera à la standardisation, à avoir un Tamazight unifié, c'est bien. Mais il faut préserver la langue des locuteurs. Ça ne sert à rien de parler d'une autre. Mais on enseigne. Le chaoui doit être enseigné pour le chaoui, le kabyle pour les kabyles, et ainsi de suite. Voilà, j'espère avoir répondu. Eugène Gardi, notre collègue, va poser une question. D'abord, une remarque. Moi, j'étais très sensible. J'étais même, comment dirais-je, bouleversé par le film que vous avez passé au tout début, parce que j'y vois beaucoup de résonance avec... Alors, évidemment, les situations sont différentes. L'histoire de la Corse et l'histoire de la Kabylie sont des histoires divergentes, mais il y a beaucoup de résonance. Et ce qui m'a bouleversé et ému, sans tomber bien évidemment dans le travers d'une sorte de militantisme parce que je connais assez mal la situation de la Kabylie. En revanche, moi j'aurais deux questions à vous poser. Une première, c'est sur le statut du Kabyle. Alors j'ai bien compris que vous nous parliez de l'Algérie, bien évidemment, mais on a vu qu'ils sont présents ici des étudiants de première année d'études corse qui parlent un ougourse. Voilà, donc ils sont... je pense que ce que vous leur avez dit résonne dans leur tête. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, même s'ils sont timides et qu'ils ne poseront pas de questions. Donc c'est le statut du Kabyle au Maroc, en Algérie, et puis également dans les autres pays, puisque vous avez expliqué que ça va finalement du Maroc, de la Mauritanie jusqu'au Nil. Hein. Si vous pouvez nous éclairer sur ce sujet-là. Et puis également, d'un point de vue politique et géopolitique, j'ai bien compris qu'il y avait des partis qui, en Algérie,
défendent, promeuvent la langue et la culture et puis l'art de vivre, hein, puisque ce que vous avez évoqué en évoquant ces questions de la religion, c'est aussi celle de la tolérance religieuse, et ce qui est dangereux ici comme ailleurs, hein, ce sont les fondamentalismes, quels qu'ils soient religieux. Qu'est-ce qu'ils pèsent, ces partis? Par exemple, combien de députés, par exemple, au Parlement algérien, à Alger? Voilà, combien, voilà, pour m'éclairer, et puis pour éclairer également les étudiants. Merci. Merci Eugène, je vous laisse répondre. Pour le statut du Kabyle, le Kabyle, il existe. Le Kabyle, c'est en Algérie. Seulement en Algérie, en nord de l'Algérie. C'est la variante la plus dynamique, dynamique en Algérie. Elle est dynamique, elle est présente, mais elle n'a pas de statut. Elle n'est même pas dénommée dans les textes comme étant une langue. Ça veut dire dans les textes officiels, on parle de Tamazirt, Tamazirt qui est... Alors, Tamazirt qui se décline sur les quatre variantes. Mais sinon, on ne parle pas de Kabyle. Le Kabyle n'existe pas dans les textes fondamentaux de l'État. Dans les autres pays, il existe d'autres variantes. Il y a Tachelhith, par exemple au Maroc, on a Tamazirt. Pour nous, Tamazirt, c'est le mot, c'est le vocable rassembleur des quatre variantes. Par contre, chez les Marocains, quand on parle de Tamazirt, c'est l'une des variantes que je pense, là, il y a une Marocaine parmi nous, qui est la plus dynamique au Maroc. Alors, les situations, elles sont différentes. Maintenant, pour Tamazirt, si je parle de Tamazirt, sur le plan statutaire, elle a un statut, elle est langue officielle, elle est langue nationale, mais réellement, elle n'a aucun statut. Ça veut dire que c'est une langue qui n'a aucun statut, on ne lui donne pas on ne la reconnaît pas, il n'y a aucun texte, comment on appelle ça en termes juridiques, ça veut dire les textes qui mettent en place l'exécution de cette loi de langue officielle. Ça veut dire sur le terrain, il n'y a rien. D'ailleurs, elle est enseignée, elle est toujours facultative à l'école algérienne. Maintenant, pour les partis politiques. En Kabylie, il y a, je peux parler de deux partis politiques qui représentent la Kabylie, bien que l'un d'eux se revendique national. On a le RCD, il a les députés au niveau de l'Assemblée nationale, c'est 1%, même pas 1%, ça veut dire qu'il n'est pas très représentatif. Et parfois, même ses idées, ses positionnements politiques, ils sont très porteurs, mais on ne vote pas pour ces députés, on ne vote pas pour les candidats du RCD parce qu'ils sont RCD. Et le RCD, pourquoi on ne vote pas pour le RCD? Parce qu'à un certain moment de l'histoire, il apprenait la laïcité. La laïcité, c'est un fondement fondamental dans notre culture. Moi, j'ai vécu dans un village kabyle où on a une assemblée du village. On a aussi, comme on appelle, shir, c'est l'équivalent du prêtre. On a le tamen, un marabout. On a un marabout qui ne siège pas dans l'Assemblée. Lui, il s'occupe de tout ce qui est religieux, par exemple le divorce ou bien certaines choses qui sont liées vraiment à la religion. Je ne sais pas faire karam, je vais lui demander. Mais l'Assemblée qui s'occupe des questions sociales, organisationnelles, le marabout ne siège pas. Il y a une certaine forme de laïcité dans nos pratiques quotidiennes et sociétales. Mais ces dernières années, avec l'avènement de l'islamisme, ça commence à changer. Mais ce changement a touché la plupart de la région de l'Algérie, mais il peine à toucher la Kabylie. La Kabylie, elle résiste à ces changements, à cette islamisation. Elle résiste vraiment très fort. Je vais vous raconter une anecdote. Je peux ? Alors, nous avons quelques minutes, même si nous approchons de la fin. Ouais. Alors, dernièrement, on m'a raconté, c'était un médecin, il m'a raconté, il y avait, nous, en Kabylie, quand il y a un mort, il y a la veillée. Et on n'enterre pas tout de suite le mort. Ça veut dire il y a la veillée, il y a des chants qui accompagnent le mort, il y a tout un repas le soir, on est là avec les parents du mort, ça veut dire il y a une veillée, parfois même sur 2 nuits. Avec l'islamisme, on interdit ça. C'est interdit de le faire.
Et une fois, il y avait un Algérois, c'était un Kabyle de Ethiani, la région de Yidir, et un homme, un vieux qui est mort. On l'a ramené en Kabylie. Nous, par exemple, il y a le mort, même si, je ne sais pas, au Canada, il faut la ramener toujours dans son village natal pour l'enterrer. C'est une tradition chez nous. Alors, ils l'ont emmené en Kabylie, dans son village natal, et ses petits-fils voulaient l'enterrer tout de suite. Puis, il y a l'assemblée du village qui dit, si vous voulez l'enterrer maintenant, allez-y tout seul. Nous, c'est le village, on a nos traditions. On va l'enterrer avec notre façon d'enterrer. Maintenant, si vous voulez faire avec votre islamisme, allez-y l'enterrer toute seule et tout le village s'y retirer. Parce que nous, tout le village accompagne le mort. Il l'accompagne jusqu'à la tombe. Alors, ils allaient, tout le village allait sortir de la maison du défunt et ils allaient ne pas participer à l'enterrement de ce vieux. Puis, il a fallu qu'un autre vieux viennent chercher les responsables du village et leur dire non, on va procéder à la veillée. C'est une manière de résistance, c'est une manière les Kabyles résistent à cette islamisation, mais je ne sais pas combien d'années elle va tenir, mais l'islamisme, c'est une idéologie qui est très forte, qui piétine tout ce qui est sur son chemin, et c'est très difficile de résister à ça. J'espère avoir répondu. Ah, j'ai oublié le MAC. Le MAC, j'ai parlé du RCD, qui est un parti politique reconnu. Il y a le FFS qui est reconnu, qui se revendique national, qui n'est pas national, qui ne représente que la Kabylie. Et il y a le MAC. Le MAC, c'est un parti politique qui n'est pas reconnu officiellement. Et les gens du MAC, ils sont persécutés. Ils sont pas... dernièrement, il y avait une conférence d'un étudiant sur le Kabyle. Les services de renseignement, ils sont venus pour chercher, pour voir sur quoi il a travaillé. Tout simplement parce que cet étudiant a osé mettre le Kabyle. Le cas du Kabyle en Algérie, il y avait les services de la sécurité nationale qui est venu pour voir qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il parle de Farhat ou non. Et je vous remercie.